des milliers de jeux. Il lui promit qu'il n'aimerait jamais aucune autre fille aussi longtemps qu'il vivrait. Léo. Léo, je suis sûr que tu pensais encore à elle. Tu as couché avec elle, oui ou Ça non? fait 60 ans, il y a prescription. Écoute, je suis très occupé, tu me déranges là. Figure-toi que je pose nu. Tu es trop moche, tu leur fous le cou en l'air. Pire, tu vas les traumatiser à vie. Zdrastie. Joyeux anniversaire. Il m'a pas calculé toute la soirée. Dès qu'il fait nuit, tu lui sautes dessus. Je préfère qu'on reste amis. Il était une fois un garçon qui aimait une fille. C'est un petit peu comme ça que démarre le film. Alors que raconte cette histoire de l'amour? Ça, qu'il était une fois un garçon qui aimait une fille avant la Deuxième Guerre mondiale. Il lui a promis de ne jamais aimer une autre fille et de la faire rire toute sa vie. Et malgré la guerre, la séparation, plein de tragédies qui interviennent le long de l'histoire, il va tenir sa promesse. Il va la faire rire, il va la retrouver. Et après, il y a plein d'autres rebondissements et une autre histoire d'amour parallèle d'une jeune adolescente new-yorkaise de nos jours. Et peut-être que les deux histoires sont liées par un livre. Donc c'est une adaptation entièrement du livre L'histoire de l'amour de Nicole Krauss. Comment vous a été proposé de Donc faire ça cette s'est passé adaptation? en deux étapes. La première fois, j'ai lu le livre à sa sortie en 2006 et j'ai été bouleversé par l'histoire, par tous les thèmes qui se retrouvent dans cette histoire. Mais pas une seconde, j'avais pensé pouvoir l'adapter pour le cinéma. D'une part, j'imagine, parce que ça se passait à New York et je ne m'imaginais pas à l'époque faire des films américains ou tourner à New York avec tout ce qui nous fait peur à nous, Européens, concernant un tournage américain. Alors justement, vous avez tourné avec une équipe américaine là-bas? J'ai tourné en partie à New York et j'ai fait une partie de New York à Montréal. Et ça s'est très bien passé. J'avais interrogé tous mes amis qui avaient tourné à New York avant, qui m'avaient prévenu de certaines choses, mais finalement, ça a été une histoire d'amour, si je peux dire, même cette histoire de tournage. Et après, on a tourné un tout petit peu en Roumanie. Il y a deux narrations dans le film, puisqu'il y a deux histoires parallèles. Il y a l'histoire de cet amour incroyable entre Léo et Alma qui démarre au village polonais, et il y a l'histoire parallèle d'une adolescente de nos jours à New York. Donc l'histoire de la jeune, elle est construite, comme dans le livre, d'une manière chronologique, c'est-à-dire on commence et on finit, on va dans l'ordre chronologique. Et l'autre histoire, ce qui me plaisait déjà dans le livre comme principe, c'est que c'est construit un tout petit peu à l'envers. C'est-à-dire il y a les effets dramatiques d'abord, tragiques, et qu'on ne comprend pas pourquoi on en est là. Et ensuite, on va les expliquer dans le temps. On voit les causes doucement, doucement. Donc c'est comme un puzzle, ce qu'on retrouve aujourd'hui aisément dans des séries de télévision, où c'est un puzzle où on prend et on met en mémoire un tas d'éléments, on se dit on ne comprend pas tout de suite, mais doucement, doucement, on met les pièces ensemble et là, on a la satisfaction de comprendre pourquoi les personnages se comportent d'une telle manière, pourquoi les effets sont ceux-là et pas d'autres. Et on a la satisfaction et parfois aussi l'émotion de la compréhension des événements historiques. Donc, effectivement, c'est un film et un sujet qui va beaucoup en avant, en arrière, et à des endroits très différents, puisque, comme vous le dites, ça se passe sur 3 continents et à plein d'époques différentes, qui était aussi excitant de reproduire New York, surtout, à des époques et étudier et le reproduire en 46, 53, 95, 2006, etc. Alors, vous réussissez aussi une prouesse, c'est de ne pas indiquer toujours à l'écran à quelle époque on se situe. Et finalement, on arrive à se situer dans cette époque. Donc là, c'est aussi une des forces du film, qui est pourtant un peu un pulse pour nous, spectateurs, dès le début. Mais bon, il faut se laisser embarquer dans ce jeu de l'histoire de l'amour. Pour tout vous avouer, et ça me fait plaisir ce que vous dites, sur le scénario, on avait indiqué tous les années en disant si jamais on se rend compte au bout du montage que c'est trop déstabilisant et qu'on ne comprend pas, on va mettre en surimpression comme dans plein de films. Et finalement, une fois qu'on a vu le montage, on a fait un test avec des vrais spectateurs et les spectateurs n'en avaient pas besoin. On n'avait pas mis de date et en parlant après aux spectateurs, ils n'en avaient pas besoin de date, sauf à un moment où il y a un retour un tout petit peu brusque de 2006 à 95, mais ils n'avaient aucun besoin, donc on a gardé une seule fois, alors que dans le scénario, il y en avait tout le temps, et même la Pologne, on mettait 39, 40, etc.
on s'est rendu compte que le spectateur comprenait facilement. Effectivement, c'est pas vraiment nécessaire. Et que c'était plus fluide de ne pas le mettre. Alors, parlez-moi un petit peu du casting de ce film, parce que c'est pas un petit casting quand même. Déjà, vous avez travaillé en quelle langue ? On a travaillé en anglais, et en anglais avec accent yiddish, si je peux Oui, dire. quand même, un petit peu. Ouais. Et donc, le casting, comment avez-vous fait votre choix ? On a un casting formidable. Je touche du bois pour l'instant. Dans tous mes films, j'ai la chance de rencontrer des acteurs incroyables. Donc, on a d'un côté Sir Derek Jacobi, qui est un immense acteur anglais, peut-être le plus grand acteur de théâtre qui a été découvert à l'âge de 18 ans par Laurence Olivier, pour ceux qui ne le savent pas, qui a travaillé dans plein de grand acteur de théâtre. Hein. C'est un immense. C'est considéré par certains le plus grand acteur de théâtre au monde. Il fait au moins 2 pièces de Shakespeare par an. C'est un Shakespearien. Il a même commis un livre sur Shakespeare. Et il a travaillé aussi beaucoup au cinéma. Il a fait Gladiator et plein d'autres grands films. Et c'est un monsieur incroyable. J'ai rarement vu un acteur capable d'un éventail aussi large de jeux. C'est-à-dire, je lui disais, sur le plateau, il peut faire à la fois Chaplin, il peut être ludique, danser, et être un vrai clown. Et en même moment, la seconde d'après, être très économique dans son jeu, quasiment ne rien faire, et nous faire passer des émotions incroyablement fortes. C'est vraiment quelqu'un qui passe par toutes les émotions, c'est clair. Il passe partout et avec une aisance et une sincérité, c'est-à-dire c'est pas technique, c'est une sincérité. Ça veut dire qu'il y a quand même du travail derrière. Oui, mais il est. Et il est adorable, et donc tous les matins je l'engueulais. Je disais, Derek, pourquoi tu n'es pas la plus grande star hollywoodienne au monde ? Il me dit, parce que je veux faire du théâtre. Je veux rester à Londres, on me propose tout le temps, mais je veux rester à Londres, je veux faire du théâtre. Après, il y a Gemma Arterton, qui est dans le film la femme la plus aimée au monde, et je le comprends pourquoi. Et qu'on a découvert aussi dans Quantum of Solace, un des James Bond. Donc c'est déjà une sacrée James Bond girl. C'est une James Bond girl. Elle a fait plein de blockbusters à Hollywood. En même temps, elle a fait Gemma Bovary en France. C'est une actrice complète qui fait beaucoup de musicals aussi à Londres. Donc elle danse, elle chante. Elle est d'une beauté époustouflante. Dans le film, elle est magnifique. Elle est intelligente, elle est sensible. Moi, je craignais énormément, parce qu'elle n'avait pas fait auparavant des scènes semblables. La scène des retrouvailles, je ne vais pas trop dire, des retrouvailles en 1946, qui était une scène très compliquée à jouer, et elle m'a épaté. C'est-à-dire, c'est pour moi la scène où là, je me dis, mais cette fille est une des plus grandes actrices au monde, parce que pareil, elle peut tout faire. Elle peut nous faire rire, elle peut être tragique, elle peut être sensible, elle peut avoir une faille, comme on dit. C'est elle qui joue son rôle du début à la fin. Elle joue son rôle depuis 18 ans, où elle est pétillante, incroyablement énergique, et elle joue aussi son rôle à 80 ans. Et ça, elle ne voulait pas le faire au début, elle ne se faisait pas confiance. Et heureusement, je l'ai convaincue, je lui ai dit, t'inquiète pas, tu ne feras pas semblant d'être vieille. Je sais que tu sauras le faire. Et après, on a discuté, on a trouvé la manière. Et elle est formidable, parce que crédible, parce que sincère, et parce que justement, elle ne fait pas la bêtise de jouer vieille. On se demande même si c'est elle. Elle, à un moment donné, elle voulait que ça soit quelqu'un d'autre, et je lui ai dit pour rien au monde, pour une seule raison, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans les yeux, les tiens et celui de ton amoureux en face, une fois vieilli. Donc le reste, je m'en fiche. Si je capte cette force-là de votre regard amoureux, et ça, une comédienne qui viendra que pour la journée ne pourra jamais me le donner. Il n'y a que toi qui as fait tout le rôle qui saura ce que c'est. Et je trouve qu'elle est magnifique. Alors il y a Sophie Nellis également. Sophie Nellis, pareil, prochaine future grande star, qui déjà fait film sur film à Hollywood. Et elle est dans la plus grande agence américaine CIA. On l'avait découvert dans La Voleuse de livres. Voleuse de livres, dans Monsieur Lazare, il y a quelques années. Et pareil, elle a un éventail, et elle peut être drôle, énergique, très drôle, comme une ado, et à la fois très fragile et très fine, en jouant plusieurs choses à la fois. Elle sait jouer à la fois l'amour et la peur de l'amour, ce qui n'est jamais simple, et surtout expliquer ça à une adolescente, comment l'être humain parfois n'a pas qu'un sentiment à la fois, mais plusieurs. Elle a une intelligence, une vitesse de réaction, donc il ne fallait pas trop diriger, il fallait juste dire 1 ou 2 mots, elle comprenait au quart de tour. Et les propositions qu'elle faisait étaient formidables, dans les énergies qu'il fallait.
Son seul, entre guillemets, défaut, c'est qu'elle a une telle énergie, parce qu'elle fait plein de sports, elle fait hockey, football, gymnastique, c'est que parfois il fallait qu'elle court autour du pâté de maison pour enlever un peu de toute son énergie. Mais dès que je disais moteur, elle était dans le mood. Parfois, j'avais peur pour les scènes d'intimité qu'elle soit trop énergique. Tout d'un coup, elle était exactement dans la situation qu'il fallait. Et la cerise sur le gâteau, vous êtes allé chercher Elliot Gould? Grand monsieur. Le jour où il a dit oui, je n'y croyais pas. Et je l'ai eu au téléphone et tout de suite adorable. Donc, pour appeler Elliot Gould, c'est monsieur Mash. Friends, le papa de Monica, c'est Ocean 11, 12, etc. Donc je l'ai eu au téléphone, grande star. Pareil, il me disait « Radu, mais j'ai adoré ton histoire, je suis né à Brooklyn, mes parents viennent de Russie, c'est très semblable à ton histoire, et je ferai tout ce que tu me demandes. » Je me disais « Il est où le piège? Il va arriver, c'est une grande star de Hollywood, il me dit qu'il fait tout, mais il ne fera pas tout, il discutera sur tout, sur les costumes, sur le dialogue. » Et il est arrivé, on fait des essais de costumes, il accepte tout, il adore tout, les dialogues, il prend tout ce qu'il y avait. Donc à chaque fois, je me disais, mais c'est plus tard qu'il me dira que ça ne lui convient pas. Et finalement, non. C'est un monsieur qui est drôle, il raconte tout le temps sa vie qui est d'une richesse. C'était le plus grand ami de Mick Jagger. Il a bourlingué tout le temps avec les Rolling Stones, avec les Beatles, avec tous ces gens de cette époque-là. C'est un type exquis. Et lui et Derek, c'était les meilleurs potes au monde. Et oui, on a vraiment un duo d'acteurs exceptionnel. Exceptionnel. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'ils sont restés jeunes. Ils ont tous les deux, je crois, 76 ans. Ils sont très pétillants, oui. Ils sont restés des gamins. C'est-à-dire, et dans le film, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de deux vieux qui sont comme des gamins qui chamaillent tout le temps. Alors, l'usurpation est un thème qui vous est cher, je crois. On le retrouve un petit peu dans ce film. C'est ça aussi qui vous a parlé ? Il y avait ce thème-là, ce que j'appelle moi l'imposture positive. Et dans le film, il y a beaucoup d'impostures à nouveau positives, c'est-à-dire le mensonge, mais qui aide à survivre. Il y a aussi, pour la première fois, aussi un mensonge qui rend les choses beaucoup plus tragiques et complexes. Mais ce thème-là revient souvent. Ce qui m'intéresse souvent, moi, c'est ce que je retrouve et ce que j'ai retrouvé dans le livre, c'est une tragédie primordial, si je peux dire, qui vient mettre cette petite fourmi qui est l'être humain à genoux, qui lui enlève la dignité et qui l'humilie. Et après, ça c'est toujours le début de mes films, et après ce qui m'intéresse à étudier, comment cet être humain, cette petite fourmi, arrive à se relever, à trouver des ressources merveilleuses en soi et dans les autres, et à affronter ce gros nuage qui est l'histoire avec un grand H, ou la tragédie. Et donc c'est cet itinéraire-là, et parfois ça passe par une imposture, c'est-à-dire un mensonge, mais un mensonge qui sauve. Donc qui ne fait pas forcément du mal aux autres, mais où on s'arrange avec la réalité. D'accord. Vous venez aujourd'hui présenter le film au Cinespace de Beauvais en avant-première. Quelle est pour vous l'importance de cette rencontre avec le public, de ce live avec le public ? J'adore les avant-premières, j'ai toujours fait ça depuis mon tout premier film, pour différentes raisons. D'une part, on fait un métier où d'abord on est tout seul ou avec un co-scénariste enfermé entre quatre murs et on imagine une histoire mais qui n'est que de la littérature, c'est pas de la réalité encore. Après, il y a le tournage où ça se transforme un peu plus en réalité grâce aux acteurs et à tous les éléments qui nous entourent, mais on demeure avec le doute. Est-ce que le pont sera bien dressé et est-ce que tout ce qu'on a voulu entre la petite chambre et les grands espaces du tournage communiquer à ce spectateur fantasmé, est-ce que ça arrive? Et de quelle manière? Et entre le moment où nous on a imaginé et la fin avec toutes les étapes et les transformations, qu'est-ce qui arrive chez lui? Donc ça, je suis d'une curiosité incroyable. Et après, je prends énormément de plaisir, d'une part, à écouter parfois la salle pendant la projection, souvent le début et à la fin, et à la fin de discuter, de les entendre parler, parce que parfois ils interprètent le film d'une manière complètement différente de ce que moi j'ai imaginé, et là c'est formidable. Et il m'est arrivé aussi, ça c'est plus rare, mais quand même il m'est arrivé lors de ces rencontres en France ou à travers le monde, que dans des discussions qui se sont prolongées, parfois au café, où on a encore débattu,
et de la vie à travers le film, qui n'est qu'un passeur. Oui, bien sûr. Il m'est arrivé de les entendre parler de leur vie et de leurs conditions et de trouver un autre sujet pour un film suivant. Les histoires d'amour, ça dure pas. Regarde autour de toi. Si tu l'aimes, Léo, tu dois la laisser s'en aller. Les Allemands sont à 300 km d'ici. Léo, je t'épouserai. À New York. Promets-moi que tu viendras. Je te le promets. Puis l'amour, ça existe que dans les livres. C'est totalement faux. Alma Mereminski a vraiment existé. L'amour est vrai. Viens avec moi, s'il te plaît, Alma. Elle t'aime vraiment, mais ça m'étonnerait qu'elle te le dise parce qu'elle est fière.